Bonjour, merci de nous avoir rejoints dans Fileco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres. Cette semaine a été émaillée de nombreuses mobilisations, mouvement national contre le pacte de responsabilité, mais aussi grève dans des sociétés du coin. Nous ferons le tour des différentes mobilisations. L'État prêtera 2,6 millions à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, de quoi combler une partie du déficit budgétaire, alors que la Cour des comptes souligne de nombreuses erreurs de gestion. Ce week-end se tiendra à Paris le salon de la franchise. Nous vous proposons pour l'occasion de découvrir ce modèle économique. Nous rencontrerons des franchisés et des franchiseurs du département dans notre dossier de la semaine. Et puis nous parlerons de la Semaine nationale de l'artisanat. Les responsables de la Chambre des métiers et de l'artisanat sont actuellement dans les Hauts-de-Seine. Ils s'excusent pour l'un des nombreux événements organisés cette semaine. Mais nous avons pu retrouver Daniel Varlet, le président de la Chambre, ce midi, ainsi que Mathilde Jacquemet de l'Institut des métiers qui nous a parlé innovation. Nous écouterons leurs interviews dans l'entretien. Tout de suite, place à l'actualité économique de la semaine. À l'appel de la CGT, de FO, de Solidaire, une manifestation s'est déroulée mardi contre le pacte de responsabilité proposé en début d'année par le gouvernement. Plusieurs départs ont eu lieu vers Paris, dont un à Trappes. Nous y avons rencontré les salariés mobilisés, dont Jean-Michel Chéron de l'Union locale CGT. On l'appelle pacte de responsabilité, mais c'est un énième plan pour l'emploi avec des aides supplémentaires à un patronat qui utilise les aides pour faire autre chose que pour créer de l'emploi. Donc ça ne va pas arranger, y compris que ça va même aggraver les choses parce qu'avec cet argent-là, ils vont faire autre chose. Et il y a aussi toutes les raisons qui nous poussent aujourd'hui à agir dans les entreprises et y compris descendre dans la rue par rapport aux simples libertés dans l'entreprise, le respect du code du travail, des gens qui souffrent dans l'entreprise, qu'ils soient ouvriers, employés, cadres, ingénieurs, tous ces gens-là ont une pression inadmissible dans les entreprises. Le mouvement a donc réuni 10 000 personnes selon la police, 40 000 selon les organisateurs, un bilan donc assez mitigé. Après leur mouvement des 14 et 28 février dernier et le silence de la direction, les salariés d'ACA Technologies s'apprêtent à nouveau à manifester ce vendredi devant les sièges sociaux de l'entreprise à Boulogne-Billancourt. Les employés basés à Guyancourt protestent donc toujours contre la modification du barème de remboursement des frais professionnels. Ils perdent entre 300 et 900 euros par mois selon les cas. À noter qu'ACA Technologies a fait état d'un chiffre d'affaires de 231,1 millions d'euros au quatrième trimestre, en repli cependant de 1,6%, mais le groupe a légèrement dépassé son objectif de 875 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Je propose d'écouter les revendications du personnel. Nous, ce qu'on voudrait, c'est renégocier un barème qui soit vraiment, comment dirais-je, vraiment un détriment du salarié. L'idéal, si vous voulez, pour nous, ça se ferait au fait réel. Vous savez, aujourd'hui, puisque l'argumentation de la direction aujourd'hui, c'est qu'elle veut se mettre en conformité avec l'URSSAF. Et si vous voulez, l'URSSAF, si la société donne 150 euros aujourd'hui à un salarié, si le salarié justifie les 150 euros, pour le SAF, il n'y a aucun problème, puisque justifie. Donc nous on dit, si vraiment c'est de se mettre en conformité avec le SAF, on passe tout le monde au frais RS. Simplement, tout ça a un coût pour la société. Parce qu'aujourd'hui, en fin de compte, vraiment, le nouveau barème, c'est vraiment une mesure d'économie. Autre manifestation, celle des salariés de Diebold à Guyancourt. Ce lundi, les équipes techniques de la société américaine en charge du fonctionnement des distributeurs de billets sont en colère suite à un réaménagement du temps de travail. Ils étaient une vingtaine mobilisés donc ce lundi pour faire valoir leur mécontentement auprès de leur direction devant les sièges de l'entreprise. Explication avec un représentant syndical CFDT au micro de Romain Grabetz. On manifeste parce que ça fait presque un an maintenant, en avril 2013, que la direction a décidé de négocier, revoir les aménagements du temps de travail. Donc en demandant à ce que les techniciens travaillent non plus sur une base de 9 jours par quinzaine, mais sur 10 jours, donc perdent 24 jours de repos. Et actuellement, nos temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif. De là, ils ont décidé de supprimer les repos, donc 24 jours. En temps homme, ça fait 7 emplois. Ils ont décidé de supprimer les temps de trajet, ce qui va leur permettre de faire travailler les gens jusqu'à 13 heures par jour.
Alors, la société de débit Diebold France n'a pas souhaité répondre à nos demandes d'interview. Elle a reçu les représentants le lundi, mais ne voulait pas entamer de négociations tant que le mouvement de grève débuté le 11 mars n'était pas terminé. Alors, les salariés ont accepté cette demande. Ils ont été reçus donc, par la direction, ont commencé des négociations. Elles sont toujours en cours et nous sommes donc en attente de leurs nouvelles. Et puis, pour finir sur ces mobilisations, notez également aujourd'hui une manifestation des douaniers, mais également des intermittents du spectacle qui se sont retrouvés cet après-midi à Paris. L'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines est sauvée, ou tout du moins à court terme. L'État a annoncé qu'il verserait une avance remboursable de 2,6 millions d'euros. Alors en décembre dernier, le ministère de l'Enseignement supérieur avait déjà versé 800 000 euros. Cette annonce est tombée en tout cas en même temps que le rapport de la Cour des comptes. Il n'est pas bon, il couvre la période 2006-2012 et reprend des critiques que l'on avait déjà entendues lors de la découverte du déficit de ce budget. Opération de partenariat public-privé mal gérée, augmentation mal maîtrisée des emplois ou encore un retour excessif aux heures supplémentaires. Surtout, elle doute de la sincérité des estimations budgétaires. En tout cas, des mesures de réduction des coûts seront évidemment à prendre. À Saint-Cyr, l'école, un projet écologique est sur le point d'être achevé. 34 logements sociaux en bois sont actuellement en construction rue Victor Bache, à 2 pas du RER. Coût de l'opération pour le bailleur, environ 6,3 millions d'euros. Un coût qui devrait cependant être amorti dans le futur grâce aux économies d'énergie. Sabrina Sicchini et Élodie Moine ont visité le site. Un chantier en apparence comme les autres, ou presque. Car dans ces constructions d'HLM en cours à Saint-Cyr-l'École, on pense avant tout développement durable. Ici, la structure des immeubles est réalisée en bois. Le bois déjà a un coefficient d'isolation qui est plus important que le béton. Dès que vous touchez du bois, c'est bon, il ne fait pas froid. Vous touchez du béton, c'est froid. Ce sont des bâtiments qui sont très très bien isolés pour travailler dans le sens de l'économie d'énergie et aussi utiliser une énergie qui est renouvelable. Le bois, on fait pousser des arbres, on les coupe, on construit avec, on refait pousser un autre arbre. Le béton, on tire toujours dans les énergies fossiles. Yann Brunel tient sa connaissance du bois d'un long séjour en Scandinavie. Pour lui, la construction de ce type d'habitation collective est appelée à se développer dans l'Hexagone. Selon lui, le bois permet une économie d'énergie d'environ 20% par rapport au béton. Le bailleur, lui, a en tout cas été sensible à ce procédé. On est entré dans une démarche de développement durable dans les années 2000. Et donc on cherche avant tout à faire des économies d'énergie, des économies de ressources et limiter les consommations, les productions de gaz à effet de serre. Donc le bois, c'est un matériau qui répond à toutes ces problématiques. C'est le seul matériau de construction qui est durable et qui est naturel. Autre démarche en faveur de l'écologie, l'installation de panneaux solaires qui permettra aux familles de réaliser des économies. 60% de l'eau chaude sera autofinancée grâce au solaire thermique. Les occupants ne devront financer que les 40% restants. Un gain non négligeable pour les futurs locataires qui devraient emménager d'ici 3 mois. La semaine de l'artisanat se poursuit, lancée vendredi dernier. Elle est ponctuée d'événements qui permettent de mettre en avant les artisans et de faire connaître cette filière. Lundi, la Chambre de Versailles organisait une remise de prix du travail pour récompenser certains de leurs membres. Des images de Patrick et Jacques de Dixmude et Jonathan Villeman. Lundi, à Delino, une soixantaine d'autres artisans ont reçu la médaille du travail des mains du président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. De bronze, d'argent ou d'or, selon l'ancienneté, elle récompense des carrières réussies et un investissement dans leur secteur d'activité. Peut-être une reconnaissance compte tenu des formations professionnelles que j'ai faites, puisque j'ai formé, on va dire, une bonne quarantaine d'élèves qui ont tous eu d'ailleurs leur examen. Une reconnaissance pour Adelino. Ce peintre décorateur a reçu la médaille de bronze. Manuela, elle n'en revient pas. Elle pense déjà à sa retraite et sa médaille d'argent lui permet de finir sa carrière en beauté. Très très émue. J'avais presque les larmes aux yeux. Car j'ai rien fait pour ça. On est venu me voir. Si on est venu la voir, c'est que l'on ne postule pas à cette récompense. On est choisi par ses pairs ou par la Chambre. Mais alors, qu'est-ce qu'un artisan médaillé et accompli? Pour le savoir, nous avons retrouvé Manuela dans son salon de Morpa.
Je ne pourrais pas montrer la technique de la permanente et des rouleaux sur moi. Non. Ce rapport avec les clients est l'un des aspects de son travail qu'elle aime tout particulièrement. Ça fait 22 ans que je vois souvent les mêmes personnes, surtout le vendredi, je vois toujours les mêmes personnes. Donc c'est un peu la famille. Et pourtant, rien ne l'a prédestinée à s'engager dans cette voie. En 1972, à 15 ans, elle quitte son Portugal natal pour la France et vit alors de petits boulots. Pendant un an, j'ai fait du ménage. Et ça ne me convenait pas parce que j'étais rachétique et à chaque fois, j'avais des problèmes de santé. Et alors, j'ai commencé dans la coiffure et c'était une roue de secours, mais qui m'a beaucoup plu. Ne parlant pas français, elle ne passe alors qu'un CAP, chose courante dans les années 70. Mais lorsqu'elle veut ouvrir son propre salon, on lui explique qu'il lui faut un diplôme supplémentaire, un brevet professionnel. Pendant 20 ans, elle embauche des détenteurs de ce diplôme pour être en règle, avant de se décider à le passer à 56 ans. Pour moi, c'était vraiment... je sais que je vais bientôt arrêter, mais c'est un plus, c'est une récompense. C'est génial. Fin de carrière réussie pour Manuela qui cherche aujourd'hui un repreneur. Et on continue avec cette semaine de l'artisanat. Nous allons faire le point avec Daniel Varlet, le président de la Chambre. Il ne pouvait être présent aujourd'hui, ce soir plutôt, sur notre plateau. Nous l'avons donc retrouvé ce midi. Monsieur Varlet, bonjour. On célèbre la Semaine nationale de l'artisanat. Alors finalement, quel est son but ? La Semaine nationale de l'artisanat. Semaine où on met en avant les qualités de l'artisanat. Vous savez, cette première entreprise de France, la plus grosse entreprise, auquel nos artisans sont parsemés partout, puisqu'on représente 50% des entreprises en France. Donc vous voyez l'importance de la représentativité de ce tissu économique et social qu'on pourrait dire aussi, puisque c'est des toutes petites entreprises. Le but, c'est de mettre en valeur finalement ces artisans et puis peut-être aussi d'attirer de nouvelles recrues ? Absolument, c'est déjà de pouvoir que les gens puissent identifier ce que c'est qu'un artisan, qu'une entreprise artisanale. Et puis après, vous savez qu'on est plein de passion, plein de volonté et que nous formons aussi. Donc c'est pour mettre en avant toutes ces qualités qu'on peut trouver dans l'artisanat. Alors vous cherchez aussi à montrer qu'il y a de nouveaux profils d'artisans. Quels sont-ils ? Absolument. Les artisans, au point de vue technologie, sont à la base de toutes les réussites industrielles. On commence par faire une petite pièce qui va servir dans n'importe quel domaine. Et c'est donc là aussi un monde méconnu de l'artisanat. Je pense aussi à de nouveaux profils, des personnes plus diplômées. Finalement, l'apprentissage attire de plus en plus aujourd'hui ? Absolument. L'apprentissage est ouvert à toute la gamme de personnes. Mais on voit aussi, maintenant, nous avons des jeunes diplômés, que ce soit dans le développement durable, que ce soit dans les technologies. Tous ces gens qui viennent de l'artisanat font des bacs, ils ont des niveaux 4, des niveaux 3. C'est vraiment des gens performants. Alors, dans les Yvelines, combien y a-t-il d'artisans et dans quel secteur ? Les Yvelines, 17 000 artisans. Dans le secteur du bâtiment, 44%, 36% dans le secteur des services, il y a 11% dans le secteur de la fabrication et on est à peu près 8% dans le secteur de l'alimentation. Voilà ce que représente l'artisanat yvelinois. Est-ce que c'est un chiffre en hausse ? Est-ce que ces artisans vont bien ici ? Les artisans souffrent néanmoins de cette crise, je dirais principalement dans le domaine du bâtiment. Un domaine du bâtiment qui est vraiment touché et pour en avoir encore échangé cette semaine avec des représentants, on a peine à voir le bout du tunnel. Les services aussi ont été vraiment impactés puisque on va un petit peu moins chez le coiffeur, on va un petit peu moins chez l'esthéticienne, tous les services à la personne. Donc les services sont impactés. Cependant, l'alimentaire retrouve, je dirais, une marge de manœuvre tout à fait correcte puisque les gens, par souci de sécurité et par besoin de conseils, retournent chez son artisan de proximité. Merci beaucoup. Je vous en prie, à bientôt. Et puis ce midi, nous en avons également profité pour rencontrer Mathilde Jacquemet de l'Institut supérieur des métiers pour parler innovation.
Mathilde Jacquemet, par vos fonctions au sein de l'Institut supérieur des métiers, vous êtes spécialisée dans l'innovation pour les petites entreprises et pour l'artisanat. C'était l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Alors justement, à quoi doit-on s'adapter? Comment innover aujourd'hui? Les entreprises doivent s'adapter à leurs consommateurs avant tout. Et aujourd'hui, le consommateur, c'est un consommateur. C'est un individu qui se renseigne sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui prend des avis, qui compare les prix. Et donc il faut s'adapter à ces usages sur le web qu'il a et qui se sont généralisés. Alors comment justement s'installer sur le web quand on est artisan? Ça passe par les plateformes Facebook, site internet ou ça passe par d'autres moyens? Déjà le premier moyen, je dirais, ce sont les pages jaunes. Il faut se faire référencer sur les pages jaunes, sur Google. Il faut éventuellement se doter d'un site internet, d'un site de e-commerce. Il faut être actif sur les réseaux sociaux. Donc il faut utiliser toutes sortes de moyens en fonction de ces moyens financiers et de ces moyens en temps. S'adapter donc par le web pour être plus en contact finalement avec les utilisateurs, les consommateurs, mais ça passe aussi par les nouvelles technologies. Ah oui, complètement, ça passe par les nouvelles technologies, mais évidemment, à un moment donné, on peut être en face du consommateur et à ce moment-là, il faut aussi être innovant dans sa manière d'être en relation avec lui. Et aujourd'hui, on est face à un consommateur qui demande toujours des services en plus. Il est roi plus que jamais, disons. Et ça, on peut lui répondre à ses demandes? Oui, on peut répondre à ces demandes. Il suffit du petit plus, ça passe par le bon sens et par la qualité, la relation humaine qu'on est capable de mettre en place. S'adapter aux consommateurs, c'est s'adapter donc à des consommateurs très connectés, et c'est finalement à s'adapter aussi à des consommateurs qui vieillissent, à une population plus vieillissante. Oui, tout à fait, c'est une tendance lourde de la société. On sait qu'elle est en train de vieillir, donc ça représente un marché colossal pour demain, et notamment pour les artisans. Il va falloir adapter l'habitat des personnes âgées pour qu'elles puissent se maintenir à domicile le plus longtemps possible, mais ça concerne toutes sortes d'artisans parce qu'il faut adapter aussi les aliments, les pâtisseries, les produits des traiteurs. Ça concerne tous les services à la personne également. S'adresser à une personne vieillissante, c'est pas la même chose que s'adresser à un consommateur comme vous et moi en parfaite santé. S'adapter à ces populations. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'adaptation, outre les technologies, le web, le type de population? Oui, alors après, on peut inventer un nouveau produit. On a cet exemple qui a un peu défrayé la chronique ces derniers mois. C'est le fameux Cronuts qui nous vient des États-Unis. C'est un boulanger français qui a inventé cette recette, qui mélange le donut et le croissant. Il a appelé ça Cronuts. Et c'est devenu une espèce de produit super à la mode qui le fait connaître. Le fait connaître parce qu'il est très connecté lui-même. Il est sur Facebook, il a un très beau site internet, il présente aussi très bien, il faut le dire. Donc c'est un ensemble de choses. Très bien, on espère que les artisans du coup pourront entendre vos conseils. Merci. À l'approche du Salon de la franchise qui sera organisé ce week-end à Paris, je vous propose d'aller à la rencontre de franchisés et de franchiseurs du département. De quoi s'agit-il? Quel est l'intérêt de la franchise? Le dossier de la semaine est réalisé avec Jonathan Villeman et Patrick Jacques de Dixmude. Philippe Raton s'est lancé dans la création d'entreprises il y a 3 ans. Il est aujourd'hui à la tête de ce magasin de Coignières spécialisé dans le matériel de piscine, spa et arrosage. Un changement de vie radical pour cet ancien salarié spécialisé dans le développement et la vente à l'international de produits électromécaniques. Depuis longtemps, j'avais envie de me mettre à mon compte, de faire quelque chose pour moi. Et la piscine a toujours été un petit peu une passion à titre privé. Donc j'ai connu Iris Jardin en tant que client dans un premier temps. Et ça m'a amené effectivement à m'intéresser à la franchise. Parce que ça me paraissait être un bon moyen de démarrer une activité qui m'était totalement inconnue au démarrage. Et de pouvoir mettre toutes les chances de mon côté. Philippe ne souhaitait pas se lancer seul et partir de zéro. Avec le système de la franchise, il a pu profiter de l'accompagnement du franchiseur, des méthodes de travail, les bons contacts au niveau des fournisseurs ou encore des informations sur les produits.
Et puis c'est aussi une enseigne qui a pignon sur rue. Donc tout de suite vous êtes connu ou reconnu. Vous n'êtes pas un étranger ou un inconnu dans un secteur, quoi. Pour bénéficier de ces avantages, le franchisé doit remplir certaines conditions. La première, payer un droit d'entrée, c'est-à-dire le droit de porter le nom de la marque. Philippe a payé 13 500 €, mais selon les secteurs, ce prix varie. Deuxième coût, les royalties, un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé qui vise à payer les différents services et outils mis à disposition par le franchiseur, ici 3,86%. Ces tarifs sont inscrits dans un contrat établi entre le franchiseur et le franchisé et limité dans le temps, 7 ans pour Philippe. Y figurent également les obligations du franchisé, par exemple le respect du concept de l'enseigne. Parfois, il y a des approches ou des évolutions au niveau de certaines gammes de produits ou du concept en lui-même, où on aimerait bien avoir un petit peu plus de liberté. C'est un petit peu l'aspect négatif parce qu'on n'est pas complètement indépendant. Mais bon, on a quand même encore un petit peu de latitude, donc ça va. Pour se former à la méthode du franchiseur, le jeune entrepreneur aura suivi une formation de 6 mois, une partie au siège et une partie dans des magasins du groupe. La marque fête cette année ses 25 ans. Elle possède aujourd'hui 82 magasins en France, dont près d'une 60aine de franchisés. Car depuis 2004, la direction a décidé de se développer via la franchise et non plus en ouvrant des magasins en propre. Une stratégie partagée par cette enseigne de la grande distribution. Elle représente 12% de l'activité, 61 magasins franchisés contre 252 en propre, un moyen de se développer rapidement et à moindre frais et de mutualiser les dépenses. Ce sont dans tous les cas des volumes supplémentaires qui concourent à l'écrasement d'un certain nombre de coûts, parce que ça c'est un leitmotiv permanent dans notre secteur d'activité. Écraser les coûts, on a des coûts importants, des coûts de transport importants, des coûts de personnel importants d'une manière générale dans les magasins. Donc tout ce qui concourt à écraser les coûts apporte sa contribution à l'amélioration des performances. Parmi les franchisés, on compte d'anciens salariés de l'enseigne qui ont souhaité se mettre à leur compte, mais aussi de nouvelles recrues. Pour ouvrir sa franchise, il faut du temps, 1 an environ. Mais avant cela, la sélection est rude. Le premier critère, une bonne connaissance du secteur. Ensuite, il faut qu'on arrive à identifier chez les candidats la capacité à devenir chef d'entreprise, puisque ça, c'est un paramètre extrêmement important. Et enfin, disposer malgré tout de moyens financiers, parce que ce sont des investissements qui sont relativement lourds, même s'il y a plusieurs schémas de montage d'opération, il est quand même nécessaire de disposer de fonds minimum. Bon, aujourd'hui, en ce qui nous concerne, l'apport minimal est de l'ordre de 300 000 € pour monter une opération sécurisée. Ici, pas de droit d'entrée, mais des fonds nécessaires pour acheter un local et l'aménager. Les royalties, autrement dit les redevances pour l'enseigne et la publicité, s'élèvent à 4% du chiffre d'affaires hors taxe. Que le franchisé soit indépendant et détienne un ou plusieurs de leurs magasins ne pose pas de problème, car en règle générale, un franchisé est plus performant. Il y a une stabilité plus forte dans les hommes et il y a une intégration dans le tissu local plus forte que dans nos magasins en propre, où les collaborateurs sont salariés et parfois on n'arrive pas toujours à obtenir la même motivation, la même implication, le même investissement sur ces paramètres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe effectivement dans la durée. À la Fédération française de la franchise, on soutient également cette idée d'une performance plus importante. On cite de manière régulière un chiffre qui est de 80% de réussite en franchise, comparé à peu près 50% quand on crée son entreprise seul. Donc effectivement, l'effet réseau est important. C'est aussi une des obligations du franchiseur de trouver des solutions quand, comme c'est le cas aujourd'hui, la situation économique est un petit peu tendue. La fédération, créée en 1971, regroupe aujourd'hui plus de 150 réseaux adhérents, soit 45% des franchisés français. Son rôle, faire le lien entre les pouvoirs publics, les franchiseurs, les entrepreneurs et investisseurs pour promouvoir ce mode d'entrepreneuriat. La France a gardé son avance, on est à plus de 1700 réseaux de franchise, donc ça ce sont les chiffres à janvier 2014, plus de 65 000 franchisés et ça progresse de manière régulière depuis une vingtaine d'années maintenant. Voilà. Donc c'est un vrai secteur d'activité à part entière. La franchise n'est toutefois pas l'assurance d'une création d'entreprise réussie. Les échecs existent, c'est le cas par exemple pour l'ancien propriétaire du magasin de Philippe.
On a repris un magasin qui végétait un petit peu. On a su le rebooster, développer la clientèle. C'est vrai qu'on a connu un petit palier l'année dernière suite aux conditions météorologiques qui n'ont pas été favorables dans le monde de la piscine. Mais cette année, ça repart bien. Et moi, je dirais que je suis sur un projet d'avoir un deuxième magasin, quoi. Il devrait ouvrir prochainement à Chartres. La franchise concerne tous les secteurs, sauf l'artisanat et le luxe, qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas déléguer leur activité. Et c'est la fin de ce Fil Éco. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine.